tous, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la douloureuse séparation d'avec un valeureux fils de la nation, Amadou Soumaoro, l'ex-président de l'Assemblée nationale décédé le 7 mai dernier, a été inhumé ce vendredi en présence du président de la République. Le vélo électrique, la grande attraction de la COP15 contre la désertification qui s'est ouverte lundi à Abidjan. Un stand a été consacré à l'engin à 2 roues qui se présente comme un moyen de transport alternatif non polluant. Et puis nous irons au Burkina Faso où le conflit armé épuise une population déjà accablée par la sécheresse. Un enfant sur 10 au Burkina Faso est confronté à la malnutrition. La situation est particulièrement préoccupante. Journée difficile aujourd'hui à Séguéla, ville natale de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, qui nous a quittés le dimanche dernier. La ville s'est séparée dans la douleur de son illustre fils en présence du couple présidentiel, de plusieurs parlementaires ivoiriens et de ceux venus du Togo, du Burkina Faso et du Sénégal pour pleurer celui qu'on appelait Tchamba. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Thiemé Dangé et Aruna Zipa. Grande mosquée de Séguéla, les agents des pompes funèbres portent la dépouille du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. À l'intérieur, des fidèles consternés dans le recueillement. À leur côté, le président de la République Alassane Ouattara. D'autres moments difficiles pour le mentor politique du défunt, qui perd un autre fidèle parmi ses fidèles soldats du combat politique, 14 mois après Ahmed Bakayoko. Quoique contrit, point question de plier, comme y invite l'imam officiant, appelant à s'en remettre au décret divin qui prescrit que toute âme goûtera à la mort au terme fixé. Le prophète Mohammed a dit « La mort est une porte où tous rentreront. » Nous demandons à Dieu une longévité sur terre et qu'il nous accorde tous le paradis. Après le sermon, place à la prière mortuaire. À terme, vient le moment de l'ultime voyage sur les terres natales de Séguéla, via le caveau, au sein de la résidence familiale au quartier Soumaoro. Sur les lieux, le 7e président du Parlement ivoirien s'offre les ultimes hommages, désarmé. Quand les notes désolées de la sonnerie aux morts se taisent, les porteurs s'emparent de la dépouille. Destination, le caveau familial, près de son géniteur, le patriarche Loseni Soumaoro, proche collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny, laissant derrière lui des cœurs en peine, en plein dans les invocations et les témoignages de ses bonnes œuvres. D'autres, plutôt en pleurs, les visages mouillés, incapables de contenir la douleur qui consume le recours à la foi. Amadou Soumaoro restera jamais dans nos cœurs. On change de sujet maintenant. Le vélo électrique est la grande attraction de la COP15 contre la désertification qui s'est ouverte lundi à Abidjan. Un stand a été consacré à l'engin à 2 roues. Objectif de cette exposition, présenter l'alternative non polluante que représente l'engin. Il est aussi question d'impliquer les populations dans la lutte contre le changement climatique et la désertification. Plusieurs étaient heureux de découvrir ou redécouvrir le vélo électrique. Suivons ensemble ce reportage de Nadia Idja et d'Eric Kimou. 200 vélos, dont 100 électriques, exposés sur ce stand. Une attraction à la COP15 au Sofitel Hôtel Ivoire. Femmes, hommes, habitués du vélo ou débutants, se mettent à l'essai de cet engin à 2 roues. Je suis là pour pouvoir tester, c'est ma première fois. Et le concept aussi, il est assez bon. Il est bon pour l'environnement également. C'est pour ça que j'ai décidé de tester ça aujourd'hui. Vu que c'est électrique, donc j'ai un peu d'appréhension, vu que c'est la première fois, mais à part ça, ça va. J'utilise le vélo
pour aller faire des courses au supermarché. J'utilise le vélo aussi pour faire le sport. Sans effort physique, juste avec une console de commande et un petit moteur, l'usager peut avancer aisément sur ce véhicule rechargeable. Une belle surprise, malgré quelques appréhensions. C'est ma première fois d'utiliser ce type de vélo. C'est très pratique et très confortable pour un tour à cette conférence. Depuis l'ouverture de la conférence des parties à Abidjan, le stand a reçu environ 2000 visiteurs, curieux de tester cette découverte. À leurs soins, pour faciliter l'expérience des techniciens engagés. Si une personne ne sait pas utiliser le vélo, il y a une personne qui sera là pour l'aider à l'utiliser, même à l'aider à pouvoir démarrer et tout ça. Donc on l'accompagne. Il voit qu'il y a un vélo qui peut démarrer seul sans pédaler. Et nous pose des questions, ça a combien, est-ce que c'est disponible en Côte d'Ivoire? Derrière ce projet, cet écologiste ambassadeur ivoirien du vélo en Afrique. Notre target, c'est le vélo. Le vélo comme moyen de transport alternatif non polluant. Parce que les chiffres nous disent qu'à l'horizon 2050, nous serons plus de 2 milliards en Afrique. Donc je pense que c'est aujourd'hui que nous devons penser au transport durable et surtout au transport alternatif. L'une de ces batailles est de susciter les conditions pour la pratique du vélo en toute sécurité sur le territoire ivoirien. On ne se sent pas en sécurité de se déplacer à vélo à Abidjan ou en Côte d'Ivoire. Je remercie au passage le gouvernement qui a prévu la première piste cyclable sur le projet La Promenade de Grand Bassam. On a déjà 8 km cyclables. Mais on continue le plaidoyer pour qu'il y ait une prise en compte d'un plan vélo national dans le PND de la Côte d'Ivoire. Au-delà de la COP15, son ONG My Dream for Africa, créée depuis une dizaine d'années, promeut l'usage du vélo pour la protection de l'environnement. Un atelier de partage d'expériences pour proposer des solutions à intégrer dans la nouvelle stratégie nationale de cohésion sociale 2021-2025. Cette initiative du ministère de la Réconciliation nationale a réuni plusieurs acteurs pendant une journée. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire appuie cette activité, selon les précisions de Salif Yalekoui. Un atelier de partage d'expériences sur la cohésion sociale organisé conjointement par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, le grand médiateur de la République et la coordination du système des Nations Unies pour le développement avec la participation des parties prenantes au niveau national et international. Il visait à identifier les meilleures pratiques et à recueillir les contributions des différents acteurs en vue de les intégrer dans la nouvelle stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale 2021-2025. L'atelier vise à faire le point de la situation, faire un bilan sur le processus de la réconciliation et la cohésion en cours. Il est question donc de recueillir de tous les acteurs ici présents toutes les propositions qui vont donc enrichir. Nous pourrons donc tirer les conclusions qu'il se doit. Notre pays renoue avec la paix, avec la stabilité, c'est visible, tout le monde le sent. Il faut consolider les acquis, il faut aller plus loin, il faut ramener donc la stabilité définitivement pour que la Côte d'Ivoire renoue avec sa tradition de pays de paix. Pour sa part, Philippe Poinceau, le coordonnateur résident des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a salué l'organisation de cet atelier qui permet, selon lui, d'adresser au mieux les défis résiduels de la cohésion nationale. Direction Daloa, bientôt un lycée d'excellence sera construit dans la ville. C'est le fruit de la collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire, la Banque islamique de développement et le Fonds OPEP pour le développement international. Le top départ des travaux de construction a été donné jeudi par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le reportage de Salif Yalekoui. La ville de Daloa, centre-ouest ivoirien, abritera dans quelques mois un lycée d'excellence de jeunes filles. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, a lancé jeudi les travaux de construction de cet établissement, fruit d'une collaboration entre l'État ivoirien et des partenaires internationaux, notamment la Banque islamique de développement et le Fonds OPEP pour le développement international. Nous lançons aujourd'hui la construction du lycée d'excellence jeunes filles de Daloa. Mais sachez qu'il y a au total 13 lycées d'excellence sur l'ensemble du territoire. 13 lycées d'excellence pour filles sur l'ensemble du territoire. C'est un quadrillage du territoire national pour rapprocher l'école des parents, pour rapprocher l'école des élèves
et pour favoriser la scolarisation des filles. Cette initiative, qui viendra renforcer les infrastructures scolaires, est saluée par les élus et cadres de la région. Ce sont 13 lycées de ce genre qui seront construits sur toute l'étendue du territoire national. 6, dont celui de Daloa, seront achevés dans 15 mois et 7 autres d'ici 2025. Plus qu'une grande joie, nous devons remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui, dans les 6 sites nationaux retenus pour faire ce collège d'élite, est retenu Daloa. Et nous pensons que la région du Haut-Sassandra lui en sera infiniment reconnaissant. Et nous ferons en sorte que les meilleurs de nos enfants filles viennent dans cet établissement et soient parmi l'élite ivoirienne. Ce futur joyau architectural sera bâti sur 10 hectares, pouvant accueillir près de 1500 élèves, répond aux standards internationaux. La 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a débuté ce mardi à Abidjan en présence de plusieurs autorités gouvernementales et culturelles. Rumba, Sap, Son et Lumière sont au rendez-vous de cette édition marquée par un hommage à Papa Wemba, décédé sur scène le 24 avril 2016. Plusieurs artistes congolais ont effectué le déplacement. L'engouement est palpable au cours de ce 14e FEMUA, nous dit Brice Yanwa qui a parcouru les stands. Pour vous. Entrepreneuriat et employabilité des jeunes, c'est le thème choisi pour cette 14e édition du FEMUA. Un rendez-vous culturel mondial qui veut donner les clés et les rudiments nécessaires à la jeunesse pour faire face aux nombreux défis de leur insertion socio-professionnelle. À l'Institut national de la jeunesse et des sports, temple phare du festival, une vingtaine de stands d'entreprises de tous les secteurs y a déposé ses valises afin de répondre aux préoccupations de leurs visiteurs. Quand nous sommes arrivés, nous avons d'abord fait une formation et la formation nous a beaucoup apporté. Jusque-là, ça fait 4 stands que nous visitons. En tant qu'étudiants, il est nécessaire pour nous d'avoir plus d'informations sur l'entrepreneuriat. Ça va nous permettre, nous qui sommes dans des quartiers qui ne sont pas informés, de nous informer, de savoir s'il y a des opportunités de travail. Comme ces étudiants, plusieurs autres jeunes ont pris d'assaut ces stands afin d'en tirer le maximum d'informations sur les produits, les opportunités d'emploi et le profil de carrière. Franchement, il faut enregistrer l'intérêt des jeunes pour ce FEMUA 14, particulièrement pour l'agence emploi jeune, et parce que nous enregistrons des centaines de personnes par jour, vraiment pour tout type. C'est une panoplie de demandes, mais ils sont satisfaits quand ils quittent le stand de l'agence emploi jeune. Déjà, quand on parle de FEMUA, on se dit, c'est peut-être quoi, artistique, les gens vont venir danser et tout, mais tu te rends compte qu'il y a une partie de toi aussi qui est à FEMUA, non seulement côté emploi, côté intellectuel et aussi côté divertissement. Le festival a ouvert les portes des grandes scènes artistiques hier jeudi avec la RDC. Les festivités vont se poursuivre dimanche à San Pedro. Je vous le disais en titre, la situation est préoccupante au Burkina Faso. Le conflit armé aggrave la crise alimentaire en cours. Les réserves de nourriture sont quasiment épuisées. Un enfant sur 10 au Burkina Faso est confronté à la malnutrition. La région du Sahel est frappée par la pire période de sécheresse depuis plus de 10 ans, plongeant plus de 10,5 millions de personnes dans la malnutrition. Pour le Burkina Faso, la situation est particulièrement préoccupante. Le pays subit en effet les conséquences du conflit qui aggrave la crise alimentaire en cours. Le vrai problème aujourd'hui, c'est une série de défaillances d'autres systèmes qui ont malheureusement abouti à une crise alimentaire, comme par exemple aucune action ou très peu d'action sur l'adaptation au changement climatique. Donc des financements climatiques qui malheureusement n'arrivent pas aux endroits qui doivent faire face, comme en Somalie ou au Mali ou dans les pays du Sahel, à des aléas climatiques, à de la sécheresse, à l'avancée du désert et qui malheureusement ne trouvent aucune solution. Actuellement, un enfant sur 10 au Burkina Faso est confronté à la malnutrition. L'aggravation des crises pousse le système de santé au bord du gouffre. Aruna Sawadogo, infirmier en chef au CSPS de Fada, a vu la situation évoluer alors que des milliers de personnes déplacées s'installent dans la ville en quête de sécurité. Il faut dire qu'il y a la question sécuritaire qui a fait que les populations des villages se sont orientées vers la ville. Il y a une concentration ici. Il y a le problème d'hygiène qui se pose et également
beaucoup qui sont des agriculteurs n'ont pas pu produire. Et tout ça, l'un dans l'autre, ça a joué en tout cas négativement pour en tout cas la prise en charge correcte des enfants. D'après le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, la violence a entraîné le déplacement interne de plus de 1,8 million de personnes, soit près de 10% de la population du pays. Comme 80% de la population dépendent de l'agriculture pour leur subsistance, les personnes déplacées deviennent immédiatement plus vulnérables et dépendent de l'aide pour survivre. Nous sommes venus ici parce que les groupes armés nous ont chassés de notre village. C'est une personne de bonne volonté qui me permet d'exploiter ce lopin de terre. Mais par manque de pluie, les récoltes sont mauvaises. Nos champs au village sont plus fertiles que ceux d'ici. Il y a des poches de sécheresse ici. Les pluies ne vont pas jusqu'à terme. Le sorgho que j'ai semé n'a pas résisté et j'étais obligé de semer du niébé à la place, sans succès. L'histoire de notre présence à Waïgouya est liée à l'irruption de groupes armés. Nous avons fui notre village sans rien comprendre. Nous n'avons pu prendre ni chaussures ni chapeaux, rien du tout. Nous sommes dans une insécurité alimentaire. Il n'y a vraiment pas à manger. Je suis venu pour acheter des vivres. De nombreuses communautés du Burkina Faso sont désormais prises en étau entre la violence armée et un problème grave d'accès à l'eau potable et à la nourriture. C'est ici que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne et prenez soin de vous.